Mes chers compatriotes résidant dans le sous-continent indien que l'on appelle aussi l'Asie du Sud, c'est-à-dire ces pays qui font partie de cette 11e circonscription des Français établis à l'étranger, dans laquelle je me présente pour les législatives. Je m'adresse à vous, que vous habitiez, que vous résidiez en Inde bien sûr, mais aussi au Pakistan, au Bangladesh, également au Népal, au Sri Lanka et aussi aux Maldives. Eh bien, ce sont ces pays qui font partie de ce que l'on appelle le sous-continent indien ou l'Asie du Sud. Eh bien, je m'adresse à vous pour me présenter un petit peu à vous et vous expliquer ce que je pourrais vous apporter. Alors, un député, c'est quoi en fait un député, il a deux rôles. Il est à la fois le député qui participe aux travaux à l'Assemblée nationale pour définir la politique de la nation par l'élaboration et le vote des lois. Or, un député, il peut faire des propositions de loi. Il peut également déposer des amendements. Et donc, un député, il est ce qu'on appelle député de la nation. Il y a 577 députés. Il sera l'un des 577. Et puis il y a un autre volet, c'est que le député n'est pas seulement député de la nation, il est également le représentant des Français de sa circonscription. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, s'agissant du député de la nation, qu'est-ce que je peux vous apporter ? Je peux vous apporter d'abord de donner aux Français qui sont établis dans le sous-continent indien une visibilité à Paris et dans les ministères et dans les médias, une visibilité qu'ils n'ont pas. Et pour cela, il est très important que vous élisiez un député qui connaît les pays en question. La zone, la 11e circonscription des Français établis à l'étranger va de la Russie jusqu'aux îles Fidji, du Japon, de l'Extrême-Orient russe jusqu'à l'Iran et aux républiques du Caucase et au sous-continent indien et à l'Asie du Sud-Est. C'est une zone énorme avec de très nombreuses cultures différentes. Et je crois qu'il est important que vous ayez un député qui connaît bien un peu tous ces pays, ce qui est mon cas. Je ne suis pas allé dans tous les pays, mais par exemple dans la zone Asie du Sud dont je parlais tout à l'heure, il n'y a qu'au Bangladesh où je ne me sois pas rendu, mais pour le reste, je suis allé partout. Et non seulement je suis allé partout, mais j'ai eu l'occasion d'y aller à la fois comme touriste et à la fois d'y aller pour affaires, c'est-à-dire notamment pour des questions de commerce extérieur, et aussi en matière politique et géopolitique au plus haut niveau. Je vais vous en donner quelques exemples. La première fois que je me suis rendu en Inde, c'était en 1977. Je n'avais même pas 20 ans. J'étais étudiant, j'étais allé avec des copains, dans des conditions... On n'avait pas beaucoup d'argent, donc dans des conditions qui n'étaient pas très reluisante. Et puis à l'époque, quand même, en 1977, l'Inde restait encore un pays immensément pauvre. Il y a quand même beaucoup de progrès qui se sont réalisés depuis cette époque, évidemment. Et donc c'était quand même dans des conditions de grande précarité. J'étais d'ailleurs revenu en France assez malade parce que j'avais attrapé toutes les bactéries que l'on pouvait imaginer lorsque on était voyagé sac à dos. Donc j'en ai un peu bavé de ce voyage en Inde, mais qui m'a laissé des impressions extraordinairement fortes. Par exemple, je me rappelle avoir passé une nuit, pas tout à fait une nuit entière, mais disons plusieurs heures en pleine nuit, il était 11h du soir, minuit, dans le temple d'or d'Amritsar, qui est le point focal de la religion sikh. C'est au nord-ouest de Delhi, où nous étions une bande de quelques 4 copains, et on avait été reçus par des Sikhs qui nous avaient fait monter à l'étage même de ce temple d'or. C'était assez extraordinaire, en fait. Bon. On avait été, je me rappelle aussi, à Srinagar, donc dans le Cachemire, où il y a des jardins absolument magnifiques. Et je me rappelle d'ailleurs qu'on avait croisé, tout à fait un hasard, un Premier ministre indien nouvellement arrivé, qui était Morarji Desai, qui était de passage à cette époque, donc au Cachemire. Nous étions allés aussi au Rajasthan. Nous avions visité évidemment les grands sites connus comme Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer, mais aussi nous étions allés ensuite à Agra pour évidemment voir Fatehpur Sikri, le Taj Mahal et les autres monuments qui datent de l'époque moghole. Nous étions ensuite allés à Gwalior, nous étions ensuite allés à Khajuraho pour voir les fameux temples, et ensuite nous étions allés le long de la vallée du Gange jusqu'à Varanasi, enfin Bénarès, et à l'endroit de l'éveil du Bouddha.
Puis, donc ça c'était... Ensuite, nous étions allés au Népal, où nous avions terminé notre périple dans la vallée de Katmandou. Voilà, donc ça c'est mon premier contact avec le monde indien, à une vingtaine d'années, qui m'a marqué à vie. Je suis ensuite retourné en Inde dans d'autres circonstances, ou bien j'ai participé à des réunions à très haut niveau. Pourquoi ? Parce que j'ai préparé le concours de l'ENA, je suis sorti de l'ENA, vice-major, j'ai pris l'inspection générale des finances, et après mes 4 années de tournée à l'inspection, je suis entré au ministère des Finances, proprement dit. L'inspection générale des finances fait partie du ministère des Finances, mais je suis entré dans les services, et notamment à la direction qui s'occupait du commerce extérieur, où j'ai été nommé responsable de l'Asie-Océanie. Et je garde des souvenirs mémorables, notamment de la négociation du protocole d'aide au développement que j'avais dû négocier avec des négociateurs indiens. On m'avait prévenu d'ailleurs auparavant que les négociateurs indiens font partie des négociateurs les plus redoutables du monde, puisque ce sont des négociateurs nés, ce sont des commerçants, ce sont des gens qui sont extrêmement intelligents et qui sont très inventifs. Nous avions eu affaire, avec mes collaborateurs, on était 3, et on avait eu affaire à une délégation venue de l'Inde, chapeautée par le conseiller commercial, le ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales de l'ambassade de l'Inde à Paris. Mais cette délégation était venue de l'Inde, et moi j'avais remarqué quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il y avait des négociateurs qui représentaient un peu toutes les familles, les diversités de l'Inde. C'est-à-dire qu'on avait parmi les négociateurs, on en avait la représentante de l'ambassade était à l'évidence une brahmane, c'est-à-dire quelqu'un qui avait de la peau extrêmement claire, avec un port très aristocratique. Et puis il y avait parmi les personnes de la délégation, il y avait certainement quelqu'un qui était de la caste des kshatriyas, des guerriers, il y a d'autres de la caste des vaishyas, il y avait un musulman, il y avait un chrétien qui venait de Goa, il y avait également certainement des intouchables qui servaient de petites mains et qui tapaient, qui étaient dans les couloirs à Bercy par terre en train d'entrer dans les ordinateurs qu'ils avaient apportés le protocole qu'on était en train d'élaborer. Enfin, c'était quand même très, très étonnant. C'était un univers très étonnant. Et puis surtout, j'avais vu quand même la rouerie de ces négociateurs indiens qui, c'est célèbre chez beaucoup d'entreprises françaises qui parfois se font avoir parce qu'ils jouent sur tout un clavier de négociation. Par exemple, tout le monde sait que lorsque des entreprises françaises signent des grands contrats avec les Indiens, les négociateurs français, c'est un de leurs péchés réguliers, c'est qu'ils ne font pas toujours très 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 attention à tout ce qu'ils signent, et notamment à toutes les clauses, et en particulier les petites footnotes, comme on dit, les petites notes en bas de page, qui parfois contiennent des trucs absolument explosifs. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait des contentieux énormes entre la France et l'Inde sur la construction de barrages par Dumès, qui était dans les Himalayas, où il y avait eu des clauses léonines qui avaient été introduites par la partie indienne de façon discrète, et donc ça faisait des contentieux qui se comptaient en centaines de millions de francs à l'époque, et qui en fait nuisaient aux relations franco-indiennes. Voilà. Donc je me rappelle vraiment, cette négociation avait été très très difficile. J'avais été lancé un peu dans le grand bain de ces négociations avec l'Inde. L'Inde, j'ai découvert que c'est quand même... Enfin, moi j'aime beaucoup la culture indienne, la grande culture indienne. C'est aussi le pays des grandes épopées, du Mahabharata, ce qui veut dire la grande épopée du monde indien, ou bien du Ramayana, c'est-à-dire, je crois que le Mahabharata, c'est le texte le plus long de l'humanité. Il n'a jamais été traduit en entier en français. Il y a quelques parties qui ont été traduites en français, à commencer évidemment par le passage le plus important du Mahabharata, qui est la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux, qui est un des fondements de la religion de l'hindouisme brahmanique. Mais on a affaire à quelque chose qui est en permanence avec des rebondissements. Avec la partie indienne, il faut s'y faire. Et si vous vivez en Inde, si vous avez des conjoints ou une conjointe indienne, ou si vous aimez tout simplement ce pays, vous voyez très certainement ce que je veux dire sur les rebondissements constants des négociations avec la partie indienne. J'avais également découvert des choses qui étaient tout à fait passionnantes. Et en particulier, ensuite, quand j'ai été au cabinet du ministre des Affaires étrangères, M. de Charette, donc dans le gouvernement Juppé, sous la présidence de
de Jacques Chirac, je me suis de nouveau retrouvé à m'occuper de l'ensemble de la zone Asie-Océanie, ainsi que de l'Amérique latine et des questions économiques. Mais s'agissant donc de l'Asie-Océanie, je me suis retrouvé à être auprès de mon ministre et auprès de Jacques Chirac, celui qui participait à des négociations avec des représentants de ces pays. Je garde deux, trois souvenirs. Il y a un souvenir qui m'a beaucoup marqué, en fait. C'est d'avoir participé à un dîner officiel de très haut niveau avec la première ministre du Pakistan, qui était Benazir Bhutto. Benazir Bhutto, qui était venue en France, elle avait été plusieurs fois Premier ministre. Enfin, c'est la deuxième fois qu'elle était Premier ministre. Elle était en fait la fille de Zulfikar Ali Bhutto, qui a été un des très grands personnages de l'histoire du Pakistan, après le Mohammed Ali Jinnah, qui, comme vous le savez, a été le premier ministre fondateur de l'État du Pakistan après 1947 lors de la partition des Indes. Et puis Zulfikar Ali Bhutto, qui était de coloration socialiste, qui lui a été à la tête de Premier ministre du Pakistan au moment notamment de la conflagration avec la partie orientale qui a pris son indépendance avec Sheikh Mujibur Rahman qui est devenu le Bangladesh. Et donc Zulfikar Ali Bhutto ensuite d'ailleurs a été déposé. Il a fini d'ailleurs par être pendu, condamné à mort et pendu à la suite d'ailleurs d'un procès tout à fait inéquitable. Et sa fille Benazir Bhutto, qui était une femme vraiment assez extraordinaire, qui avait quand même qui était une très 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 belle femme, avait été Premier ministre du Pakistan. Et elle était venue à Paris et j'avais été à sa table. Et c'était une femme intelligente, mais ce qui m'avait beaucoup beaucoup frappé, c'est qu'elle était flanquée de militaires pakistanais. On avait l'impression qu'elle était pratiquement, tout en étant Premier ministre, en résidence surveillée. Et vous savez d'ailleurs que plusieurs années après, elle a malheureusement été assassinée lorsqu'elle avait quitté le poste de Premier ministre du Pakistan. Mais elle était à la tête de son parti politique et elle avait été assassinée. Alors ça m'avait quand même beaucoup marqué. Autre chose qui m'avait marqué, c'est que lorsque j'étais chez M. de Charette, un jour, on savait qu'on devait recevoir la présidente du Sri Lanka. La présidente du Sri Lanka de l'époque, de Première ministre, l'ancienne Ceylan, c'était une femme qui d'ailleurs vit toujours, Madame Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, qui était en fait la fille de sa mère, qui était Madame Sirimavo Bandaranaike, et son père, qui avait été M. Bandaranaike, avait été le père de l'indépendance de Ceylan. Alors, à cette occasion, j'avais découvert, je me rappelle, elle était venue au Quai d'Orsay. Il se trouve que mon ministre a été malheureusement retenu à l'Élysée. Il avait une contrainte, donc il était en retard. Et donc c'était extraordinairement gênant parce qu'on avait un chef d'État en exercice, même si Ceylan est un petit pays, le Sri Lanka, comme ça s'appelle d'après une reprise du Ramayana, la terre radieuse. Mais elle était arrivée. Mon ministre m'appelle pour me dire qu'il aura du retard, il aura sans doute une demi-heure de retard. Il me dit « Écoutez, tenez-lui la jambe, si je peux dire ». Donc j'étais conseiller auprès du ministre et donc il a fallu que je reçoive cette femme qui était chef d'État en exercice, alors que je n'étais qu'un conseiller de cabinet, ce qu'elle a accepté de bon cœur pendant un quart d'heure, 20 minutes, mais enfin au bout d'une demi-heure, il y avait un petit moment d'impatience que marquait d'ailleurs aussi l'ambassadeur du Sri Lanka à Paris, qui trouvait que sa patronne, si j'ose dire, que la chef de l'État n'était pas bien traitée. Et c'était une femme assez extraordinaire, puisque dans la conversation, je m'étais rendu compte qu'elle parlait finalement assez bien le français parce qu'elle avait été étudiante à Paris en 1968. Et elle avait beaucoup d'humour, et donc elle maniait l'humour avec une certaine forme de légèreté qui était assez drôle. Elle avait gardé un petit côté estudiantin. Lorsque finalement M. de Charette était arrivé avec 3 quarts d'heure de retard, évidemment, se confondant en excuses, et donc on avait commencé la conversation avec le ministre, elle avait montré à une ou deux remarques près à quel point elle n'avait pas été très 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 bien traitée, mais enfin que pour elle c'était très très peu important parce qu'elle avait eu le plaisir de discuter avec le conseiller, etc. Elle était venue d'ailleurs au passage obtenir de la France que la France essaye de ne pas soutenir la révolte des Tamouls, de l'Elam Tamoul, donc de la partie nord-est du Sri Lanka. Il y avait à l'époque
une rébellion qui était alimentée par les Tamouls. Les Tamouls, c'est des populations venues à 2 reprises au cours de l'histoire, venues de l'Inde du Sud, et qui ne sont pas la même chose que les Cingalais d'origine de l'île. Et donc il y avait cette rébellion avec certains qui voulaient obtenir l'indépendance de la partie nord-est de l'île. Ça a duré des années, avec des actes d'ailleurs qui étaient des actes terroristes. Et il se trouve qu'en France, et notamment à Paris, il y a un quartier tamoul. Et cette chef d'État était venue protester parce qu'elle expliquait qu'en fait, eh bien, il y avait de l'argent qui venait de cette communauté à Paris et qu'il fallait absolument sévir. Alors nous, on s'était renseigné auprès du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur disait que c'était une communauté qui ne posait pas de problème sur le sol français, qui ne commettait pas de crimes et de délits, et donc pour le reste, eh bien, on n'allait pas trop se mêler de cette affaire. Enfin bon, je n'entre pas dans trop de détails. C'était assez compliqué comme relation diplomatique avec le Sri Lanka. Mais si je raconte tout ça, c'est aussi parce que j'ai découvert quelque chose qui, à mon avis, participe de l'essence même du sous-continent indien. Et j'en ai parlé avec des indianisants, etc. C'est la question de ce qu'on appelle la Shakti, c'est-à-dire cette espèce d'énergie primaire, d'énergie féminine primaire, d'une espèce de mère nourricière, qui traverse en fait tous les pays de sous-continent indien, c'est-à-dire une espèce d'énergie féminine primordiale. Alors ça, c'est très important, parce que en y réfléchissant, je me suis rendu compte eh bien, que dans tout le sous-continent indien, c'est la région du monde où les femmes ont accédé les plus tôt, à l'époque contemporaine, au pouvoir, quelle que soit la religion. Ça a commencé justement à Ceylan avec donc Madame Sirimavo Bandaranaike, qui est devenue première ministre de Ceylan. Ça s'appelait encore l'île de Ceylan. Ça a changé de nom, je crois, en 1972 pour reprendre le nom donc du Ramayana du Sri Lanka avec le singe Hanuman. Enfin, vous connaissez cette histoire. Et Madame Sirimavo Bandaranaike a été la première chef de gouvernement du monde, première ministre du monde contemporain. On ne remonte pas à l'Antiquité ou aux favorites, etc. La première chef de gouvernement dans le monde contemporain du XXe siècle qui était une femme, ça s'est passé à Ceylan. C'est avec Madame Sirimavo Bandaranaike, dont la fille, Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, parce qu'elle s'était mariée avec un monsieur Kumaratunga, eh bien, était elle-même, a accédé elle-même au pouvoir suprême. Autre tradition, c'est les traditions dynastiques. Or, si l'on y réfléchit, c'est également ce qui s'était passé avec Benazir Bhutto, dont je parlais à l'instant, dont je vous ai rappelé qu'elle était la fille de Zulfikar Ali Bhutto. Donc, principe dynastique et principe de l'énergie féminine. On fait le tour d'horizon, c'est la même chose avec l'Inde, avec Madame Indira Gandhi. Indira Gandhi, qui n'avait pas de rapport avec le Mahatma Gandhi, ça c'est un simple homonyme, mais Madame Indira Gandhi a été première ministre de l'Inde dans les années 60. Elle est morte assassinée en 1974 par ses gardes sikhs, d'ailleurs sikhs comme ceux dont je parlais tout à l'heure, la religion sikh qui est à Amritsar. Madame Indira Gandhi était la fille de Jawaharlal Nehru, c'est-à-dire du père de l'indépendance de l'Inde. Et Madame Indira Gandhi, après qu'elle a été assassinée, c'est son fils Rajiv Gandhi qui lui a succédé comme Premier ministre de l'Inde. Alors, il y a eu des rebondissements, je simplifie l'histoire. Mais M. Rajiv Gandhi lui-même a été assassiné. Et à ce moment-là, tous les regards se sont tournés vers qui ? Vers Sonia Gandhi, qui était en fait la femme de Rajiv Gandhi et donc la belle-fille d'Indira Gandhi. Or, Sonia Gandhi avait une particularité, c'est qu'elle n'était pas indienne de naissance, elle vit toujours d'ailleurs, c'est une Italienne. C'est une Italienne, mais qui s'était mariée avec Rajiv Gandhi et qui était devenue en fait une Indienne, si j'ose dire. Elle s'était complètement assimilée, elle était complètement assimilée à l'Inde. Complètement, pas tout à fait quand même, parce qu'il avait été question qu'elle succédât à son mari, selon cette tradition dynastique où les femmes jouent un très grand rôle, sauf que n'étant pas indienne d'origine, elle était extérieure à l'indianité. Or, dans ce système des castes de l'hindouisme brahmanique, les étrangers à l'indianité, normalement, font partie de ce qu'on appelle les mlechas, c'est-à-dire qu'ils sont hors caste et ils ont un statut déprécié comme les parias, c'est-à-dire comme les intouchables. Et donc, du coup, ayant été instruite aussi par son histoire familiale qui était quand même triste,
puisque sa belle-mère, Indira Gandhi, et son mari ont été assassinés, elle s'est dit qu'elle n'allait pas briguer le poste de Premier ministre, mais elle est quand même devenue la présidente du Parti du Congrès, donc c'était une des femmes politiques les plus puissantes, en fait, de l'Inde, qui était de cette famille. Et puis, si on continue, eh bien, au Bangladesh, on a eu le même phénomène, avec deux femmes qui se sont succédées au pouvoir, avec la Begum Khaleda Zia, et aujourd'hui, l'actuel premier ministre du Bangladesh, c'est Sheikh Hasina, qui sont l'une et l'autre. Alors, elles se détestent, hein, ce sont des opposantes farouches, mais ce sont là aussi des femmes qui tiennent le pouvoir. Alors, c'est quand même assez extraordinaire d'y réfléchir. On pourrait même y ajouter d'ailleurs le Myanmar, la Birmanie étant un peu entre deux mondes, c'est à la fois c'est plus tout à fait le sous-continent indien, c'est pas non plus tout à fait non plus l'Asie du Sud-Est, c'est un peu à mi-chemin. Là aussi, on a Madame Aung San Suu Kyi, que vous connaissez certainement, on en a beaucoup parlé, et qui en fait est la fille de Aung San, qui est l'un des pères de l'indépendance de la Birmanie en 1948. Alors, si vous y réfléchissez, vous vous apercevez que dans toute cette zone du monde, a été dirigée ou est actuellement dirigée par des femmes, et que ce soit un pays bouddhiste du petit véhicule de Hinayana comme Ceylan, Sri Lanka, que ce soit des pays musulmans comme le Pakistan ou comme le Bangladesh, ou que ce soit un pays hindouiste comme l'Inde. Donc ça montre que ce principe de la Shakti est un peu primordial avant même l'apparition des religions qui se sont implantées dans ces différentes régions. Madame Benazir Bhutto a été la première femme chef d'un gouvernement dans un pays musulman. Longtemps avant même qu'en France, on ait eu notre première chef de gouvernement femme, qui a été Madame Édith Cresson sous François Mitterrand. Donc c'était dans les années 1990, par là, je ne me rappelle plus exactement la date, mais ça n'avait pas été très convaincant d'ailleurs ce passage. Mais enfin, voilà, pour montrer que je m'adresse ici justement à tous ceux à qui la condition des femmes importe, montrer qu'en réalité, nous avons dans ce sous-continent ce principe de l'énergie féminine primordiale que l'on va d'ailleurs retrouver dans, vous savez, la plus haute montagne du monde. Nous, les pays occidentaux, on appelle ça l'Everest, ce qui est un peu sordide, parce que Monsieur Everest, c'était un fonctionnaire britannique qui, dans les années 1849, en faisant des triangulations, il était géomètre, en faisant des triangulations, sans y être allé sur place, il a découvert que probablement cette montagne, qui n'était pas très connue des Occidentaux, qui n'était même pas connue du tout, était probablement le plus haut sommet du monde avec 8848 mètres. Et donc les Anglais ont décidé, c'est pas lui qui l'a décidé, mais c'est son successeur, ont décidé d'appeler l'Everest Everest du nom de ce fonctionnaire, qui était un fonctionnaire émérite, mais qui n'est jamais quand même qu'un rond de cuir, qu'un fonctionnaire du milieu du 19e siècle britannique, auquel on a quand même donné le nom de la plus haute montagne du monde. Mais ça, c'est le monde occidental. Si on a un autre regard qui est celui des peuples de la région, eh bien, l'Everest ne s'appelle pas Everest en népalais, ça s'appelle Sagarmatha. Sagarmatha, qui est un mot qui signifie la déesse mère, justement, la déesse qui tient le ciel, la déesse du ciel. En tibétain, ça s'appelle Chomolungma. Donc, on voit quand même des civilisations extraordinairement différentes. Alors, je tenais à dire tout ça parce que je pense qu'il est important, quand on se présente à la députation et qu'on prétend représenter les Français qui vivent dans des pays aussi avec une identité aussi forte que les pays du sous-continent, il est important de savoir où l'on met les pieds et de bien connaître cette région et de l'aimer. Je voudrais dire encore un autre point pour être clair. Vous savez que si je suis député, eh bien, au niveau national, je serai le porte-parole de tous les Français qui veulent que l'on se libère de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Dans un processus pacifique, nous voulons nous rapprocher, le parti politique que j'ai créé, nous voulons nous rapprocher des BRICS, les BRICS+, comme on dit maintenant depuis l'élargissement. Nous voulons nous rapprocher donc, notamment, s'agissant de la 11e circonscription, de la Russie, de la Chine et de l'Inde. C'est les RIC, BRICS, Russia, India et China. Donc nous voulons nous rapprocher de ces BRICS, et en particulier de la Russie, de la Chine et de l'Inde. Et
il est vraiment important de comprendre que une des raisons pour lesquelles les Français installés en Inde devraient m'apporter leur suffrage, c'est que si je ne suis pas élu député, il n'y aura aucun député sur les 577 qui défendra la proposition que je fais, qui est de sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN, non pas pour se refermer sur soi-même, comme on le dit, comme le disent nos contradicteurs, mais au contraire pour revenir au principe fondamental des États-nations et des relations internationales. C'est d'ailleurs l'essence même de ce que veulent les BRICS. Et alors je voudrais dire à cet égard qu'il y a un auteur que j'apprécie, et d'ailleurs certains d'entre vous, puisque vous vivez en Inde, probablement certains d'entre vous sont intéressés par non seulement la culture indienne, mais également la sagesse indienne. Vous avez sans doute lu un certain nombre d'ouvrages, mais aussi vous êtes renseigné sur la pensée indienne contemporaine, avec des gens comme Mahananda Mayi, par exemple, ou comme Sri Aurobindo. Or, Sri Aurobindo, et ça n'est pas un effet de séance parce que je suis candidat dans cette élection, puisque j'en avais parlé lors du congrès, lors de la réunion de fête des 10 ans de l'UPR, en 2017, en pleine campagne présidentielle, j'avais cité Sri Aurobindo, à la surprise des médias français, parce que c'était bien la première fois qu'un candidat à l'élection présidentielle parlait de Sri Aurobindo, cet homme qui était né au fin du 19e siècle et qui est mort en 1950 et qui a eu des liens étroits avec la communauté française, avec Pondichéry, qui a été un peu à l'origine de la création de Auroville, donc non loin de Pondichéry. Et pourquoi j'avais cité Sri Aurobindo ? Parce que ce penseur assez prolifique a écrit un ouvrage qui s'appelle L'idéal de l'unité humaine. Ça a été publié en 1919. Et c'est à se pincer, c'est un texte qui a 100 ans, parce qu'il décrit en fait la situation contemporaine. Et en fait, si j'ose dire, eh bien Sri Aurobindo serait pour le Frexit. Pourquoi je vous dis ça ? Écoutez, regardez ce passage exact tiré de ce document. Donc c'est dans L'idéal de l'unité humaine, écrit en 1919, voilà ce qu'écrit Sri Aurobindo. L'objection principale à l'idée des États-Unis d'Europe. Donc on est vraiment en plein dans notre sujet. La question des États-Unis d'Europe, qui est ce qui est derrière la tête de Mario Draghi, ce qui est derrière la tête de tous les fédéralistes actuels en France. L'objection principale à l'idée des États-Unis d'Europe est que le sentiment général de l'humanité cherche déjà à dépasser les distinctions continentales et à les subordonner à une idée humaine plus large. Il a raison. C'est-à-dire qu'on le voit bien à notre époque, les Français se disent européens, mais en fait c'est pas vrai. Vous avez des quantités de Français qui sont allés aux États-Unis, qui passent leurs vacances, quand ils en ont les moyens, ils vont à Djerba en Tunisie, certains vont à Bangkok, etc. En réalité, les Français ne se précipitent pas pour aller passer leurs vacances au Luxembourg ou au Danemark. Ça, ce n'est pas exact. Donc le monde d'aujourd'hui est un monde d'interconnexion généralisée. C'est pas seulement d'ailleurs les voyages, c'est l'intérêt porté aux différentes cultures. Donc de ce point de vue-là, en 1919, Sri Aurobindo décrit ce que va devenir déjà le monde en disant que voilà, le sentiment général de l'humanité cherche déjà à dépasser les distinctions continentales et à les subordonner à une idée humaine plus large. Et il poursuit. De ce point de vue, une division sur des bases continentales, les États-Unis d'Europe, c'est-à-dire la construction européenne, c'est-à-dire l'Union européenne en fait, même s'il ne sait pas encore que c'est ce qui va être créé, ça correspond exactement à ce qu'il définit, à ce qu'il va critiquer tout de suite. De ce point de vue, une division sur des bases continentales serait peut-être une étape réactionnaire du genre le plus grave et pourrait entraîner des conséquences extrêmement sérieuses pour le progrès humain. Parce que justement, cette idée d'avoir une construction continentale, pour s'opposer aux autres, est contraire à l'évolution générale de l'humanité. Et il dit, par conséquent, si quelque ordre supranational nouveau doit se former tôt ou tard après le bouleversement actuel, il écrit en 1919, donc au sortir de la Première Guerre mondiale, il faudra que ce soit une association qui embrasse l'Asie, l'Afrique et l'Amérique autant que l'Europe, et essentiellement une organisation de la vie internationale composée de nations libres. En fait, il décrit ce que deviendra l'ONU en 1945, c'est-à-dire une organisation de toutes les nations du monde, avec les Amériques, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, mais constituée de nations libres. Il condamne donc, dès 1919, le principe de construction continentale supranationale en disant que ça ne peut mener finalement qu'à quelque chose d'extrêmement réactionnaire et extrêmement
néfaste. Voilà. J'avais cité ce passage qui est assez extraordinaire parce que quand même, Chiromino, qui est un intellectuel, alors il a été, évidemment, comme tout le monde, il a été contesté, il y a eu des controverses sur lui, mais enfin, c'est quand même un des grands penseurs indiens, en plus proche de la pensée française tout au long du XXe siècle. Voilà, je voulais vous le dire parce que ne tombez pas, parce que vous êtes en Inde, ne tombez pas dans le piège qui nous est tendu par les médias français qui nous font comprendre que la construction européenne serait inéluctable, inévitable, extrêmement désirable, etc., etc. Tout le monde voit que ça ne marche pas. Tout le monde voit que dans toute l'Europe, il y a des forces centrifuges. Et tout le monde voit, ou tout le monde devrait voir plus exactement, que ce processus de construction continentale n'est imité nulle part ailleurs au monde. Que l'on ne vienne pas me parler de l'ASEAN, du Mercosur ou bien de l'ALENA. Ce sont des coopérations régionales uniquement sur des questions de commerce, de réglementation de commerce extérieur. Mais vous n'avez nulle part, par exemple, en Asie, vous n'avez pas une commission de Singapour ou une commission de Bandar Seri Begawan, qui est la capitale du sultanat de Brunei, qui prendrait des directives pour l'ensemble des pays de l'ASEAN et qui imposerait ces directives aux Vietnamiens, aux Birmans, aux Laotiens ou aux Indonésiens. Ça n'existe pas. Bon, ce procédé de la construction européenne n'existe pas. Et surtout, eh bien, quand j'ai découvert ce texte, il y a quelques années, je me suis dit, c'est vraiment assez extraordinaire, la lucidité de cet homme, puisque finalement, je ne dis pas le contraire. Nous ne disons pas le contraire, on dit exactement la même chose. Nous disons que le monde, ça n'est pas à se refermer sur soi-même, mais c'est à ce que chaque nation conserve son identité, conserve sa démocratie, parce que sinon, si on est dans des grandes entités, il n'y a plus de continental, la démocratie s'effondre, conserve son identité, conserve ses us et coutumes, mais dans un concert des nations qui est exactement celui que propose Sri Aurobindo en 1919, qui sera l'idéal des rédacteurs de la Charte des Nations Unies en 1945. Voilà. Tout ça pour vous dire donc que si vous m'élisez député, eh bien, que ce soit au Palais Bourbon ou que ce soit muni de mon écharpe bleu-blanc-rouge, je serai nécessairement invité dans les médias, en tout cas bien davantage que je ne le suis aujourd'hui, et je me ferai le porte-parole justement de la pensée de Sri Aurobindo, comme je l'avais d'ailleurs déjà fait en 2017. Et c'est-à-dire que j'expliquerai d'un point de vue de philosophie de l'histoire, pas uniquement du point de vue politique, géopolitique, économique, etc., industriel. Ça, je l'ai fait depuis 17 ans, mais aussi du point de vue, j'allais dire, de la philosophie de l'histoire, une philosophie de quelqu'un d'un grand penseur indien, c'est qu'en fait, cette pensée d'une construction continentale, non seulement est vouée à l'échec, mais elle ne peut provoquer que des désastres. Voilà. Alors, par ailleurs, je ne ferai pas que cela. Je militerai aussi pour qu'un débat ait lieu sur la sortie de l'Union européenne, sur la sortie de l'euro, sur la sortie de l'OTAN. Je militerai pour une approche pacifique de l'ensemble de la zone. Il y a toujours une tension souvent assez vive entre l'Inde et le Pakistan, entre l'Inde et la Chine. Le rôle de la France, si tant est qu'on lui demande son avis, devra être, dans tous ces cas de figure, d'être très prudente, de favoriser la concertation et la paix, là comme entre la Chine et Taïwan ou comme entre la Russie et l'Ukraine. La France n'a pas à endosser le cheval de bataille de la pensée des États-Unis d'Amérique qui veulent essayer de tronçonner tous les pays qui leur résistent. J'en profite au passage pour signaler que l'Inde est évidemment la grande puissance régionale de l'océan Indien dont elle porte le nom. Or, la France est présente dans l'océan Indien par notre île de la Réunion et accessoirement aussi par l'île de Mayotte. Vous savez qu'il y a d'ailleurs parmi nos compatriotes réunionnais un certain nombre de Français de l'île de la Réunion qui ont des origines justement venues de l'Inde. Et la France, me semble-t-il, devrait développer des relations beaucoup plus importantes entre l'île de la Réunion et l'Inde. Je crois savoir, par exemple, que les relations aériennes... il y avait une ligne qui s'était créée, je crois, entre Saint-Denis de la Réunion et puis Bombay ou Madras. Enfin, on appelle ça Chennai maintenant. Je crois que ça a été plus ou moins abandonné. Je ne sais plus très bien où ça en est. Voilà, la France devrait favoriser l'expansion régionale, le rayonnement régional à partir de l'île de la Réunion vis-à-vis de l'Inde. Alors, ça n'est pas tout.
je ne serai pas uniquement député de la nation, si vous m'élisez, je serai aussi votre député. Et en tant que votre député, eh bien, je prendrai la défense de vos intérêts personnels. D'abord, je ferai valoir l'intérêt de la présence française en Inde, qui remonte à loin. Je ne vais pas vous parler ici, évidemment, de la fameuse épopée qui nous avait fait qu'on avait quand même eu une France en Inde avec Duplex, qui malheureusement a été abandonné avec la malheureuse affaire de Lalit Olindal, vous connaissez tout ça, la France a perdu, n'a plus conservé que les quelques comtois, avec quand même, jusqu'en 1954, le territoire de Pondichéry, qui a été restitué à l'Inde en 1954, mais je n'oublie pas que nous avons à Pondichéry plusieurs dizaines de milliers de compatriotes qui sont sur place. Et je trouve dommage que, là aussi, on n'apprenne pas, en fait, aux Français de France notre histoire vis-à-vis de l'Inde, notre présence en Inde, et qu'on devrait développer bien davantage des relations avec le monde indien. Ça pourrait pas. J'en avais parlé lors de ma présentation de mon programme présidentiel en 2017. J'avais pris comme exemple le fait qu'on ne voyait jamais en France, sur quelque chaîne de télévision que ce soit, une seule production de Bollywood, comme on dit, c'est-à-dire le plus grand producteur de films au monde, c'est pas les États-Unis d'Amérique, c'est l'Inde, avec les studios de Bombay qu'on appelle Bollywood de façon amusante en comparant ça à Hollywood. Il y a évidemment des productions qui sont pas très faciles pour un public occidental, mais il y en a quelques-unes. Ce sont des comédies musicales souvent ou des drames musicaux, enfin, et certaines sont assez extraordinaires, notamment un film que j'avais pris en exemple qui est Akbar, c'est une espèce de péplum qui remonte à la période de l'empereur moghol Akbar et de la problématique des relations entre les musulmans et les hindous au XVIe siècle. C'est un film assez fabuleux. Ça n'a jamais été présenté à un public français. Donc moi, je pense qu'il y a en matière de coopération culturelle beaucoup de choses à faire avec l'Inde. D'ailleurs, je note que les études en France des langues indiennes, parce qu'il y a plusieurs langues en Inde, à commencer par la première, c'est-à-dire l'hindi, qui est quand même de plus en plus la langue vernaculaire de l'ensemble de l'Inde, même s'il y a bien d'autres langues comme l'ourdou au Pakistan, le kannada, le telugu, etc. C'est quand même l'hindi. Les études en France en hindi, je pense, sont quasiment égales à zéro, alors que l'Inde est devenu le premier pays le plus peuplé du monde, a dépassé la Chine il y a quelques mois, et est en passe de devenir l'une des principales puissances économiques du monde. Les Français ont une ignorance crasse, en fait, sur tout ce que l'Inde a inventé. Je n'hésite pas à dire que le peuple indien, les Indiens sont parmi un des peuples les plus géniaux du monde, puisqu'ils ont notamment inventé deux choses absolument géniales. Vraiment, la plus grande invention de l'histoire de l'humanité, c'est à l'Inde qu'on le doit, c'est l'invention de la numération décimale de position, c'est-à-dire avec un zéro pleinement opérationnel. Et aussi, cette invention absolument extraordinaire, c'est que c'est une base 10, comme il y a 10 doigts, et le fait que quand vous avez un chiffre qui est dans une colonne, disons, il est multiplié par 10, par 100, par 1000, selon la colonne. Rappelez-vous, quand on est petit, on vous dit par exemple 256, c'est 6 unités, et puis 5, comme c'est la colonne qui est juste à côté, c'est 5 fois 10, c'est 50, et puis 2, c'est la colonne des centaines, c'est 200. Donc ça fait 256. On apprend ça quand on est tout petit. Bon. Mais si vous y réfléchissez, c'est extraordinaire comme invention. Qui c'est qui a eu l'idée de faire ça ? Ça n'existait pas du temps des Grecs anciens ou des Romains. Lorsque les Romains ont construit le pont du Gard ou lorsque les Grecs ont construit le Parthénon, eux, ils avaient des bouliers, mais ils étaient incapables de multiplier M, C, LL, X, V1, comme les chiffres romains, par L, X, X, 1, 3, enfin 3. C'est impossible, en fait. Vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes obligé d'avoir recours à des bouliers, donc ça va être très très long. Donc ceux qui ont inventé ça, c'est dans un texte, un écrit, je crois qu'il date du 5e siècle, vers 476, qui s'appelle le Lokavanga. C'est le monde indien. C'est pas étonnant donc qu'à notre époque, les Indiens soient des informaticiens de génie. Ils ont inventé également, alors c'est pas forcément les Indiens, disons c'est le monde indien. Je crois que c'est dans la vallée de l'Indus, enfin c'est peut-être dans le Pakistan actuel, qu'on a inventé également le jeu du Chaturanga, qui est le prédécesseur du jeu d'échecs.
c'est encore une fois des inventions extrêmement géniales de l'humanité qui viennent de cette région. Alors je vous dis tout ça pour vous montrer à quel point je suis un très, très grand amateur de l'Inde, de tout ce que ça nous a apporté. Et je n'ai pas parlé, parce qu'il y aurait 1000 choses à dire, je ne peux pas parler des religions, notamment de ce texte fabuleux qu'est la Bhagavad Gita dont je parlais tout à l'heure. Ben ça, c'est pas normal que les jeunes Français, peut-être pas à 5-6 ans bien sûr, mais par exemple au moment de passer le bac, il devrait y avoir une ouverture des jeunes Français et des jeunes Françaises, enfin des écoliers, des lycéens, disons, à quelques grandes cultures du monde. Voilà. Plutôt que de faire des cours sur n'importe quoi, notamment des cours de sexualité ou de je ne sais pas quoi, alors que depuis que le monde est monde, tout ceci s'est passé assez naturellement, eh bien, je pense qu'il ne serait pas forcément bête que de montrer à des lycéens en terminale, par exemple, d'avoir des cours sur quelques grandes cultures du monde. Hein, qu'ils sachent exactement ce que c'est que le monde indien, le monde chinois, le monde orthodoxe russe, le monde japonais, le monde du Shinto, les différentes civilisations qu'il y a eu en Afrique du Nord, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud. Ça serait une ouverture sur le monde qui prouve d'ailleurs au passage que notre mouvement politique n'est pas du tout un mouvement nationaliste, étroit et fermé sur lui-même. Pas du tout. Pas du tout. Nous voulons être ce qu'a toujours été la France, c'est-à-dire un pays qui assume d'avoir une des plus grandes cultures, une des plus grandes littératures du monde, qui est un pays avec une très forte identité, un pays qui est fondé sur la liberté, la souveraineté nationale, l'indépendance nationale, mais l'ouverture sur le monde. Or, la France, actuellement, est en train de devenir complètement rikiki. On est devenu une espèce de sous-produit des États-Unis d'Amérique. Or, qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique? C'est quand même un pays d'une inculture énorme, d'un lavage de cerveau absolument abyssal, et qui fait que, en fait, les jeunes générations de Français, plutôt que d'être constamment en train de regarder des séries Netflix, de temps en temps, je dis pas tout le temps, mais de temps en temps, ça serait pas mal qu'ils aient un éclairage. Voilà. Eh bien, je comptais sur moi, si vous m'élisez député, pour non seulement défendre vos intérêts, des intérêts en matière d'accès à toutes les formalités administratives, passeport, visa, long séjour en France, échanges universitaires, échanges d'écoliers, questions fiscales, questions de retraite, etc., etc. La carte également des consulats généraux dans toute cette région. Comptez sur moi pour être très actif à Paris et pour être beaucoup plus actif que l'actuelle députée sortante, Madame Genetet, qui en fait a brillé par son absence. En fait, si vous regardez les statistiques de l'Assemblée nationale, eh bien là, votre députée sortante, au cours des 59 semaines d'activité depuis sa réélection en 2022, donc depuis un peu plus d'un an, elle s'est classée 510e sur 577 en nombre de présences dans l'hémicycle. Elle est parmi les 70 députés les plus absents. C'est quand même incroyable. En matière d'amendements proposés, le travail effectif qu'elle a effectué, elle a, en 59 semaines, proposé 32 amendements. Elle s'est située la 523e sur 577 députés. C'est-à-dire qu'elle a déposé un amendement tous les 15 jours. Enfin, elle ne travaille pas, cette députée. En matière de questions écrites, elle a déposé 8 questions écrites en 59 semaines. Vous voyez un petit peu le genre, ça fait à peu près une question écrite tous les 1 mois et demi. Elle s'est classée 459e sur 577 députés. S'agissant des questions orales, elle en a posé 2 en 1 an et 2 mois. C'est-à-dire qu'elle en a posé une question orale tous les 7 mois. Ça fait d'elle la 487e sur 577 députés. Voilà. On peut dire qu'elle n'a pas rien fait, mais c'est quasiment presque pareil. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'ensemble du sous-continent. J'espère vous avoir convaincu que si vous votez pour moi, vous aurez un député qui va un petit peu faire entendre parler de l'ensemble de l'Asie en règle générale et du sous-continent en particulier, et notamment pour le plus grand profit des Français installés dans cette région qui est à nul autre pareil. Merci, vive
la France, vive l'Inde, vive le Pakistan, le Bangladesh, le Népal, le Sri Lanka, les îles Maldives, et vive surtout le rayonnement de la France dans cette partie du monde, parce qu'actuellement, la France est en train de dégringoler à vive allure et son rayonnement avec. Merci de m'avoir écouté.